Et oui, les amis, vous écoutez du Neil Diamond. Et effectivement, comme vous le dites dans le chat, c'est du foreshadowing. Et vous pouvez d'ores et déjà deviner au moins un des films dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Si vous êtes... Alors là, faut être hyper, mais giga balèze. Faut être fort. Déjà, je vous dis direct, il faut avoir vu le film pour comprendre la ref. Et il faut bien l'avoir vu. Et en plus, c'est un film vraiment pas très connu, quoi. Donc, voilà. Alors qu'il nous reste 3 minutes, je vais changer de chanson. Pour mettre... Hop, si c'est possible. Tac, tac, tac. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Ah putain, Zbeb83, tu viens de changer mon monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'avais jamais capté. Je connais très bien, évidemment, Dégueulasse Cherry avec Save Tonight. Je connais très bien cette chanson et je connais très bien la chanson Mea Culpa de Jean Pascal. J'avais pas du tout capté que c'était la même chanson que Save Tonight. Save Tonight. Before the break of dawn come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. C'est fou. C'est fou. Mais ce qui est fou, c'est que je suis avec vous aujourd'hui. Salut à tous, c'est Karim Debache, exposé complètement à l'arrache, mais toujours avec un soleil brillant dans le ciel. Il est possible d'ailleurs que ce soleil, au fil de la journée, descende. Et que du coup, je me retrouve plongé dans l'obscurité. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc vous écoutiez évidemment Mea Culpa, la chanson Le Tube de Jean Pascal, qui clôt l'album Jean Pascal, Qui es-tu ? Voilà. Qui est le premier album de Jean Pascal, parce qu'il en a fait à ma connaissance 2, et dans laquelle il s'excuse, il fait son Mea Culpa, et je tenais à vous faire aussi un Mea Culpa, parce qu'en fait, lors de mon dernier stream, j'ai dit une bêtise, comme quoi ça arrive, on dit souvent des bêtises, mais j'ai eu un flash en fait, après le stream, j'ai fait, mais je suis complètement con, parce que, alors, c'est pour ça, à chaque fois que je dirais une connerie et que je m'en rends compte, le stream d'après, je mettrai Jean Pascal, voilà, comme pour me faire pardonner. Avant toute chose, avant de développer sur cette bêtise que j'ai dit et que du coup je m'en vais corriger incessamment sous paix, je vais remercier les quelques personnes qui ont participé financièrement à ce stream lors de cette introduction du feu de Dieu, pendant laquelle vous pouviez écouter des chansons qui effectivement font office de foreshadowing, de fusil de Tchekhov. J'ai envie de vous dire bam bam bam, j'ai envie de vous dire même dang dang. Dang dang, le fusil de Tchekhov fait dang dang, vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. Autre indice, dang dang. Pour le film, quoi, je suis fou, je suis complètement fou aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je bois du thé et du café. En fait, je finis un thé. Vous voyez qu'il est plus chaud en fait, parce que sinon ça se serait tout illuminé. Et je me suis prévu un petit café à côté, qui lui est tout chaud. Je viens d'ailleurs de me brûler. Et alors, donc, merci beaucoup, en tout cas, à Mahomea qui dit quoi ? Ça fait 5 mois que tu es abonné déjà, ça fait super plaisir. Et il dit, c'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips en espérant un stream aromatique. Bonjour à tout le monde. Effectivement, ça va être un stream aromatique où on va manger des chips aromatiques. Mobius, merci infiniment à toi pour le 9e mois de sub. Tu ne commentes pas. Néanmoins, on a désormais un enfant. Merci beaucoup à toi, McLean1, pour le tiers 1 que tu viens de prendre. Je ne sais pas pourquoi je précise ça, mais il y a écrit, donc je lis. Merci à toi, Bal TV aussi pour le 3e mois de sub. Merci à Kissmider. Merci à Bloody Pooch. Bloody Pooch. Merci à toi. Merci à Sekalex aussi pour le sub. Merci à AlteoS10. Merci à Dastou qui dit tu es dans ton prime. Ah, c'est un anglicisme. Alors voici un prime comme Metroid Prime. Merci beaucoup à toi. Je te fais un gros bisou. J'attends aussi ta fusion. Pour Metroid Fusion. Merci à toi aussi, Waylor Doo, pour le Prime, tu déchires. Donc, tout ça pour dire, et merci à toi, The Moui, pour le sub que tu es en train de renouveler à Trotti99, ça fait super zizir. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ça va, vous ? Oui, ça va. Oui, donc, mea culpa, avant de commencer, donc on va parler de cinéma aujourd'hui. Je commence ce stream très tôt, puisque je dois partir relativement tôt aujourd'hui. J'en suis fort désolé, néanmoins, je vous aime. Mais je serai un peu plus dispo, je pense, la semaine prochaine. Mais donc, avant de commencer, on va parler un peu de cinéma, je pense. Il est possible qu'on lance une partie de Reaper à la fin de ce stream, mais c'est pas dit encore. On va surtout parler, je pense, de Cinoche, discuter entre nous, comme d'habitude. J'ai quelques films à vous partager, à vous conseiller, à vous recommander, ou pas, d'ailleurs. J'ai des films à ne pas vous recommander. Mais avant de commencer ça, je voulais donc faire un mea culpa. Parce que j'ai dit un truc, j'ai eu un flash, en fait. Lors de mon dernier stream, comme à mon habitude, je pestais sur le cinéma actuel comme un bon vieux con que je
suis. Pas vraiment, je suis très tolérant. Mais donc je disais du mal du cinéma hollywoodien actuel en disant que c'est la première fois que j'assistais en live à l'échec du cinéma hollywoodien sur le long terme, parce que j'avais pas connu les années 60, parce que les années 60 traditionnellement est connu comme une période un peu sombre des studios hollywoodiens. Et j'ai dit que du coup, en fait, avec le recul, moi, les années 60, il ne m'en arrive que de très bons films. Et j'ai cité quand même, comme un demeuré que je suis, parce que j'avais pas d'idée en fait de très bons films des années 60 qui m'est venu, et j'ai dit Laurence d'Arabie. Et ensuite, le stream s'est passé, et ensuite j'ai eu un flash, je me suis dit mais non, je suis un abruti. Laurence d'Arabie est bien entendu un film de David Lean, qui est un réalisateur anglais, donc c'est un film anglais, mais qui me permet en fait cette erreur de débilos qui a oublié les trucs, me permet quand même de vous recommander ce chef-d'œuvre fantastique qui est, pour le coup, c'est un des rares films, je pense, Laurence d'Arabie, où on peut dire, évidemment, c'est un des meilleurs films du monde. Donc, si vous n'avez pas vu ce chef-d'œuvre qui est Laurence d'Arabie, évidemment, regardez Laurence d'Arabie. Et, alors attention, effet spécial, comme j'ai dit une bêtise, en fait, et que du coup, pour me corriger, en fait, il suffit de remplacer le titre Laurence d'Arabie par n'importe quel film vraiment américain de cette époque-là. Et regardez, hop, vous avez rien vu, voilà, je vous conseille West Side Story, qui est un super film américain, cette fois, de Robert Wise. Des années 60, c'est 62 je crois, c'est un truc comme ça, c'est pas 61, c'est 61, voilà, donc c'est super ça, mais ça c'est encore mieux et c'est absolument génial. Si vous avez jamais vu Laurence d'Arabie de David Lean, c'est un monument. Voilà. Donc cette erreur étant complètement corrigée désormais, on va pouvoir commencer à recommencer à vous remercier, bande de généraux donateurs que vous êtes. Alors, donc Faised me dit des gros bisous Karim. D'ailleurs, j'y pensais après notre discussion sur les Tamagotchi. Si ça te tente de découvrir ce monde, je serais ravi de t'en offrir un. Écoute, je vais pas en faire grand chose en vrai. Je sais pas du tout un truc. Je pense pas me lancer vraiment dans un Tamagotchi. Même si la dernière fois tu m'avais quand même convaincu sur mes. Enfin, t'avais un petit peu changé mes a priori de base par rapport à ça. J'en suis pas non plus vraiment à me dire que je vais me lancer dans un Tamagotchi. Si un jour il y a une adaptation au cinéma de l'univers Tamagotchi, je te promets d'aller voir le film et de le review avec toi. Cyberpatate27, merci beaucoup à toi pour le Prime aussi, tu déchires. Shodax, tu déboîtes aussi, tu es fantastique. Et Cyclotimic, tu es une merveille également. Donc tu offres 6 subs aux gens de cette chaîne, ça fait super plaisir. Donc bienvenue à toi Sokal, bienvenue à Ploploma, bienvenue à Niffles, bienvenue à CM Guts, bienvenue à Votov et à Sharf. Vous pouvez remercier Cyclotimic et sa générosité désormais légendaire. Donc, j'espère que ça va tranquille, toujours. Peter O'Toole est formidable, il est incroyable. Est-ce que je pourrais parler de cinéma turc? J'y connais pas grand-chose. Je n'y connais pas grand-chose. Ce serait très compliqué pour moi de vous parler de cinéma turc. Qu'est-ce que me dites-vous? Vous dites plein. Je te pardonne quand tu sors ton album de reprise a cappella. A cappella. Voilà. Que me dites-vous de trucs intéressants? Vous êtes toujours intéressant de toute façon. En plus, vous êtes beau. Merci beaucoup à toi. Irod649. Tu me dis salut Karim, merci pour tes lives qui permettent d'étendre ma culture cinéma. J'ai récemment découvert The Thing suite à ton décor, qu'une véritable tuerie. Oui, toujours un des meilleurs films d'horreur de tous les temps, selon moi le meilleur. Mais bon, la discussion reste ouverte. Mais en tout cas, c'est un chef-d'œuvre The Thing et ça me fait super plaisir de te l'avoir fait découvrir. Eh ben écoute, bouge pas. Tu sais quoi, je vais te faire découvrir d'autres films intéressants. Déjà, on va commencer peut-être par parler du film auquel je faisais référence par mes petites chansons. Il y a eu 2 chansons qui sont passées de Neil Diamond au début de ce stream. Et normalement, cet indice-là, donc les 3 indices en gros, parce que cet indice-là doit être couplé au titre. Okay, qui doit être lui aussi couplé à l'indice que je viens de vous donner, Deng Deng. Ça fait Deng Deng. Et alors, je vous le dis tout de suite, il n'y a rien à gagner, parce que j'ai pas prévu de faire gagner un truc. Mais c'est juste, voilà, si vous arrivez à trouver de quel film je parle, donc il y a eu du Neil Diamond en intro, le titre de ce stream est un deuxième indice et Deng Deng. Voilà, je pense que c'est sympa comme tout. Ce que vous pouvez... Franchement, c'est encore plus chaud que le dernier. Mais ça veut dire que je vous prends pas pour des cons. Tu dis quoi, Dust Live FR? Evil Dead Rise, c'était pas ouf. Sinon, je suis bien d'accord, Dust Live FR, c'était pas ouf. On pourrait discuter de pourquoi, mais on le fera lors d'un prochain stream, j'imagine. Mais ouais, non, c'était pas ouf. Non, pas Dang 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 comme Daddy Naughty, c'est pas non plus une référence à Crazy Frog. J'ai dit Dang Dang. Et on va très vite commencer à parler du film. Donc si vous trouvez pas immédiatement, vous avez perdu. Et honte à vous, quoi. Voilà. Non, c'est pas Xavier Deng Deng le film. Non, en vrai, je pense que c'est absolument introuvable. Je pense que c'est littéralement introuvable. Ce n'est évidemment pas La Vengeance du Serpent à Plumes avec Coluche, parce que sinon ce serait trop facile, il y aurait littéralement le titre. C'est un film. Alors, il y a une thématique un peu à ce stream. J'essaie de trouver un peu des thématiques sur les streams, parce que c'est quand même extrêmement chaotique. Vous l'avez noté, c'est plus des films en vrac à chaque fois. Wes Craven, pas du tout. Non, ce n'est pas non plus Green Snake.
Mais vous allez voir du coup, non, ce n'est pas de Green Snake de Treyarch. En fait, j'essaie de trouver un petit peu des vagues thèmes par stream, mais en même temps, c'est pas assez préparé. Non, ce n'est pas ça non plus, ce n'est pas Snake Eyes non plus. J'essaie de trouver. Putain, bien joué, Mazaret. Alors, ne dis pas ce que c'est Mazaret, du coup, effectivement. Alors, t'es très fort, hein, putain. Et c'est ton premier message sur le chat, et bien joué. Bien joué, Mazaret, qui a donc trouvé. Donc, on va parler d'un film qui s'appelle Épouvante sur New York. C'est super. Donc, j'ai pas suivi c'est quoi l'indice, demande Billrock29, mais c'est trouvé par Mazaret. Donc, ne tapez pas ce nom pour l'instant sur Google, Épouvante sur New York, parce que c'est vraiment. Alors, c'est très intéressant comme film. C'est un film que, en fait, je voulais voir depuis. Laissez-moi vous parler du truc. Vous spoilez pas le plaisir, parce qu'il y a une petite surprise sur ce film. Donc laissez-moi vous en parler. De toute façon, vous saurez bien assez tôt. Qu'est-ce que c'est que ce film ? T'es trop fort, hein, Mazaret. Franchement, t'es balèze de ouf, hein, parce que putain. Mais alors, du coup, bon. Donc, c'est un film que ça fait longtemps. En fait, je l'ai découvert il y a peu. Ça fait longtemps que j'avais envie de le voir, ce film-là, pour une raison très précise. Et je vous avoue que je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais à mieux. J'ai été déçu par le film Épouvante sur New York, dont on va parler il y a peu. Mais vous allez. Il y a des gens qui le connaissent, visiblement. C'est absolument merveilleux. Alors. Le thème de ce stream, ça va être les films que je pensais que j'aimais bien et qu'en fait j'aime pas, que j'allais bien aimer, mais qu'en fait j'ai pas trop aimé, et l'inverse. Voilà, donc on va parler. En vrai, bon, il y a ces deux films pas terribles. Voilà, donc on va évoquer aujourd'hui, qui vont être le thème. Le premier, ça va être, comme l'a trouvé Mazaret, ça va être Épouvante sur New York, et le second sera Fear and Desire, que du coup j'ai vu. Donc parce que c'est le dernier Kubrick qu'il me restait à voir, et c'est son premier film. Et donc j'ai vu l'intégralité de la filmographie de Stanley Kubrick, parce que je viens de recevoir le Blu-ray, et que je me suis dit merde, c'est les podcasts Capture Mag qui m'ont donné envie de compléter ça, parce que je me suis dit, et puis merde, j'ai pas vu l'intégralité de la filmographie d'un de mes réalisateurs préférés, c'est quand même la honte. Alors que maintenant ce film est disponible, on parlera un petit peu de l'histoire de ce film, de pourquoi il est considéré de loin comme le pire Kubrick, pourquoi Kubrick lui-même le considérait comme de loin son pire film, et que du coup je m'attendais à une merde absolument infecte, et que en fait c'est pas ouf, mais je trouve qu'on en fait beaucoup sur le côté de c'est une merde, et que en fait ça c'est pas, voilà, on va en parler de toute façon, et on va parler évidemment en premier lieu de ce fantastique, génial, incroyable film qui est Épouvante sur New York. Alors je vais vous introduire un petit peu ce qu'est Épouvante sur New York. Grâce à des petits... Alors j'ai pris des screenshots cette fois-ci du film, donc j'espère que ça va vous faire plaisir. Voilà, on avance un petit peu. De plus en plus, je préparerai un petit peu plus mes streams. Quand j'aurai un peu plus de temps, je ferai des trucs comme ça, des screenshots. Je peux pas vous montrer vraiment des extraits ou des trucs comme ça, mais je peux en tout cas, je pense, sans trop faire chier, vous montrer des petits screenshots du film. Donc je vais vous raconter un petit peu le film, et vous allez pouvoir comprendre, lors de cette découverte de l'histoire du film illustrée par des screenshots, la nature de mes indices de départ. Donc, premier indice que je vais élucider, pourquoi j'ai dit Deng Deng, puisque c'est un film avec donc David Carradine. Donc, alors je suis dans les blagues des enfers, hein, je suis absolument désolé pour ces blagues de l'ordre de Satan, en fait, qui sont vraiment littéralement de terribles blagues. Merci beaucoup à toi, Jimmy D45, pour le sub que tu viens de prendre. Et tu me dis, j'ai maté Benedetta il y a quelques jours, Verhoeven et Fira, un trip à l'anneau de la rose. Ça avait tout pour me plaire, en fait. Non, t'as vu? Oui, j'ai vu, et moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà, plutôt sympa. Donc David Carradine, vous le connaissez, Carradine, Deng Deng. Vous l'avez évidemment, et donc c'est un acteur que vous connaissez forcément pour ses rôles dans des trucs en deux mots qui commencent par K, tels que Kill Bill, Kung Fu et qui casse dans tes rêves. Voilà, qui casse pas vraiment, mais sinon il a joué dans plein de films, il est très sympathique, David Carradine, et il joue donc là le rôle d'un inspecteur de police qui va travailler avec... que vous le reconnaissez peut-être là, David Rowntree, donc que vous connaissez évidemment pour son plus célèbre rôle de très loin, j'imagine, qui est le commissaire dans Theodore Rex, le film avec Whoopi Goldberg qui joue une policier du futur qui fait équipe avec un dinosaure, et effectivement David Rowntree joue c'est Shaft. Mais du coup voilà, vous le connaissez, il joue vraiment dans Theodore Rex. Et donc ils sont en train d'enquêter, comme vous le voyez, sur une sombre histoire de tueurs en série un petit peu fifou, puisque comme vous le voyez ici, et c'est la raison aussi du titre de ce stream, ce tueur en série tue ses victimes de façon un petit peu sacrificielle, et en se déguisant en Quetzalcoatl, donc le serpent à plumes de la mythologie maya, aztèque, mixtèque, discothèque, qui du coup donc il fait des espèces de sacrifices humains comme ça, où il tue des gens, mais qui ont l'air un petit peu volontaires pour se faire sacrifier, quoi. Du coup, alors je vous ai pas mis d'image gore, le film est assez gore, mais je vous ai mis, voilà, il tue les gens comme ça. Le modus operandi du tueur, c'est en fait de leur arracher l'intégralité de la peau. Voilà, c'est ce qui est extrêmement
extrêmement gore, ce qui est extrêmement trash, mais en même temps très bis et plutôt mal fait. Là, vous pouvez voir que la prothèse, alors je vous ai pas montré évidemment le sang et tout, mais c'est le tout début de la séquence, vous voyez que la prothèse se voit quand même un petit peu. C'est un film un petit peu bis, et c'est un film réalisé par Larry Cohen, dont j'ai déjà parlé précédemment. Mais voilà, donc disons, l'histoire se découpe en deux trucs en fait. Il y a deux scénarios, il y a deux intrigues à suivre. Donc il y a celle-ci du tueur en série qui tue, selon la légende de Quetzalcoatl, le Quetzalcoatl de bœuf, le dieu aztèque. Et en parallèle, on va suivre donc les avant. Donc vous voyez, voilà, ils sont dans les bails des enquêtes. Attendez, je vais juste vérifier un truc, juste vous cacher ça pour vérifier que je fais pas de conneries. Non, c'est bon. C'est bon, tout va bien se passer. Hop, voilà, je vous remets immédiatement les images. Voilà, donc ils font des enquêtes comme ça. Donc David Carradine, deng deng, il est là, il fait ouais, je suis un keuf. Vous voyez qu'il a un badge de keuf, donc extrêmement classique. On est dans une structure de film policier tout à fait classique. Là, il est sur un lieu du crime. Il est en train d'analyser un cadavre qui a été déchiqueté, dépecé, machin, etc. Et on suit en parallèle l'histoire de ce petit pépère, dont j'ai oublié le nom même de l'acteur et du personnage, mais qui est un espèce de truand de merde, un mec un peu nul, quoi, un petit peu un raté de la truanderie, qui est pas un mec sympa d'ailleurs, qui est un espèce de petit connard en fait, et qui commence à faire du business avec des truands qui ont l'air un peu plus sérieux. Mais avant ça, pardon, je vous montre quand même que il est tellement un loser qu'il n'arrive pas à tenir un taf. Donc ça, on nous présente le personnage sous ses auspices. Donc il va dans un bar pour essayer de devenir pianiste. Il joue un petit peu comme ça du piano en faisant et c'est pas ouf. Et c'est vraiment pas si ouf, alors que l'acteur pourtant il sait jouer, je crois, du piano. Mais c'est pas ouf. Donc on lui dit non, tu dégages. On veut pas entendre parler de toi, t'es un nulos. Et du coup, il est un peu dans la merde en termes de financiers. Et il décide de bosser avec des truands. Et on voit que les truands sont un peu plus sérieux parce qu'ils arborent. Donc soit là en l'occurrence carrément une moustache, ce qui est thématiquement vraiment un truc de pur truand. Souvent les truands ont des moustaches, ou une pilosité un peu extrême. On sent que la moustache est sur le point de poindre le bout de son nez, mais elle hésite à sortir. Elle se dit, est-ce que ce mec-là est assez un truand? Mais bon, en tout cas, il va bosser avec ces deux truands-là et ils vont s'organiser. Et là, vous avez le deuxième indice, un braquage donc d'un magasin de diamants, d'un diamantaire, d'où la présence en début de stream de chansons de Neil Diamond. Une présence d'autant plus importante que si vous avez bien suivi si vous l'avez déjà vu, vous savez que la bijouterie qu'ils vont cambrioler, donc là ils y vont, en fait à la base, lui il s'est juste engagé pour être chauffeur, à la Baby Driver, à la Drive, à la The Driver, à la tous les films avec Drive, il voulait juste être le conducteur du braquage. Sauf que arrivé là, donc il y a un autre mec à la pilosité, qui est aussi problématique. On sent qu'il y a du poil qui existe aussi. Lui dit non, tu vas pas juste être le driver, tu vas pas juste être notre Ryan Gosling, parce que tu n'en as ni le physique ni le charisme, excuse-moi petit chauve, mais tu vas nous accompagner, donc il lui donne un flingue, qu'on peut voir là, tu vas nous accompagner pour qu'on fasse le braquage ensemble. Lui il dit non, moi je suis un driver, je suis pas un mec qui fait des braquages, je fais si, t'y vas. Et donc ils vont à la bijouterie, qui est la Neil Diamonds. D'où les chansons de Neil Diamond. Donc ils y vont, sauf que ça se passe pas bien évidemment, sinon il n'y a pas de film. Ça ne se passe pas bien. Le braquage tourne un peu mal. Il y a une espèce de moment un petit peu, j'allais dire un peu Reservoir Dogs, mais c'est vrai. En plus on voit même pas j'enlève les poils de mon micro. Lui aussi est sur le point de devenir un truand, visiblement. Mais oui, un peu à la Reservoir Dogs, d'ailleurs, on voit pas le braquage vraiment, mais on sait que ça s'est mal passé, puisqu'il est le seul à ressortir de la bijouterie, donc il y a un souci. Il y a un souci, il est le seul à ressortir de la bijouterie avec des bijoux, quand même. On le voit là, il sort de la Neil Diamonds. Il sort avec des bijoux. Sauf que c'est un nulard, et non seulement ça a mal tourné, mais il sent les keufs qui arrivent, donc il est en panique. Il est dans la flipperie. Et dans la flipperie, non, je peux pas prendre la voiture, je vais y aller à pied. Il court, il veut traverser un petit peu, il se fait percuter comme ça, bam, hop, et donc il perd les diamants. Terrible. Mais donc ça veut dire qu'il s'est mis dans la merde, forcément, puisqu'il est sur le point de devoir de l'argent, en fait. Je vais recacher vite fait le truc pour pas rentrer dans un monde de spoil, juste pour vérifier un petit peu. Tac. Ok. Donc, on continue l'aventure. Je continue à vous raconter tout ça. Hop, voilà. Donc pour vous dire que du coup, voilà, il a perdu l'argent, c'est la merde. Et évidemment, il est là à appeler pour essayer de trouver de l'aide et tout, mais c'est la merde, donc il faut qu'il s'échappe. Donc il s'échappe, il s'enfuit, il est à Chinatown, c'est la merde, il se fait poursuivre par des truands toujours aussi poilus. Il va se cacher chez sa meuf. Et là, je vais arrêter de raconter l'histoire et je vais vous demander donc de faire un petit effort d'imagination. Donc je cache les images de ce film pour ensuite vous demander donc de participer à ce stream en vous imaginant l'affiche du film. Voilà. Je viens de vous raconter l'histoire de qu'est-ce qui se passait et tout. C'est un film donc des années 80. Je le présenterai un petit peu peut-être après, vite fait, quoi. Mais du coup, voilà, j'aimerais que donc ceux qui savent
qu'est-ce que c'est, ne spoilez pas évidemment. J'aimerais que vous vous imaginiez un petit peu l'affiche de ce qui se passe dans le film. Dans votre tête, faites-vous une image mentale, vous n'êtes même pas obligé de commenter ou quoi, juste imaginez l'affiche du film que je viens de vous raconter. Je vous jure que toutes les images sont des vrais screenshots du film que j'ai pris. Et n'hésitez pas à vous l'imaginer. Est-ce que vous avez bien dans votre tête désormais l'affiche du film? Parce que évidemment, je vais vous la montrer. La prochaine image que je vais vous montrer, c'est le poster. Et donc, vous avez là l'image, l'ambiance globale du film. Vous voyez que c'est un film de Larry Cohen. Je vous ai déjà parlé de Larry Cohen pour son film Meurtre sous contrôle, God Told Me Too. Donc, c'est un réalisateur new-yorkais. Vous voyez que il y a un truc un peu naturaliste toujours chez Larry Cohen. Il y a des images de C'est la rue et tout. Je vous en ai pas trop montré, mais il y a des trucs à Chinatown, etc. Voilà, donc et il y a deux histoires. Et normalement, vous vous dites bon, ça a pas l'air nul, mais ça a l'air quand même relativement convenu. Pourquoi est-ce que tu nous as dit en début de stream que ce film, t'avais vraiment très envie de le voir? Donc, je vous ai dit qu'il m'avait déçu, mais je vous ai aussi dit, ouais, j'ai très envie de le voir. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a peut-être un mélange, parce qu'il y a un truc de tueur en série avec des keufs, et en parallèle, cette histoire un petit peu plus film noir, quoi, un peu moins thriller. Mais, et peut-être c'est le croisement des deux qui peut m'intéresser, mais non. Ce film, en fait, m'intéresse énormément parce que le poster, donc, de ce film que je viens de vous raconter, c'est ça. Parce qu'en fait, pendant qu'il se passe tout ça, il y a aussi un dragon. Ce film, du coup, s'appelle Q, donc Q pour Quetzalcoatl. Et donc, ouais, en fait, il y a un dragon, du coup. C'est mortel ou pas? Là, vous vous dites, mais oui, évidemment que tu as envie de voir ce film. C'était Michael Moriarty, l'acteur dont je parlais. Et il y a un dragon, quand même, qui est là, j'ai envie de dire, du feu de Dieu, quoi. Voilà, donc c'est un film où tout ce que je vous ai dit est vrai. Hein. Il se passe tout ça, mais en même temps, en parallèle, il y a un dragon dans les rues de New York qui, aléatoirement, en fait, mange des gens. Il peut manger des meufs qui sont en train de bronzer topless sur le toit de leur building. Il peut manger un mec qui est genre un laveur de vitres. Il peut manger tout et n'importe quoi, et il est là. Et donc les gens commencent en même temps à paniquer et à se dire, et de plus en plus de gens se plaignent en disant, mais je crois qu'en fait, il y a un dragon au-dessus de New York. En fait, il s'agit de Quetzalcoatl, mais les gens disent, mais je crois qu'il y a quand même un dragon qui est en train de dévorer des gens, quoi. Voilà, donc c'est un film de Larry Cohen qui avait réalisé du coup The Stuff et God Told Me Too. Je vous avais parlé déjà de God Told Me Too, et moi je trouve que je le conseille toujours, God Told Me Too. Et là, avec une prémisse aussi géniale, ça pouvait être que fantastique dans ma tête, quoi. Sauf que du coup, ce poster, alors, je sais pas qui l'a peint, c'est qui lièvre, je sais pas qui l'a peint, mais c'est bien fait, ça c'est classe. Moi j'ai envie de voir ça, et quel que soit le scénar, j'ai envie de voir ce truc-là. Je trouve ça génial qu'il y ait vous voyez, il tient un personnage, il tient une meuf, c'est en mode King Kong de ouf, quoi. Sauf qu'en fait, le dragon dans le film, il est pas exactement comme ça, quoi. Il est plus comme ça. Et là, déjà, on déchante. En plus, le film, il a plutôt une réputation relativement correcte. J'ai envie de dire, il est plutôt apprécié par j'imagine, les fans de Larry Cohen. Mais c'est vrai que quand on voit, du coup, là, c'est retour à la réalité, c'est un petit budget, on est en 1982, on peut pas non plus faire des miracles. Mais donc, il y a ce dragon-là qui se balade et qui vit des aventures, donc qui dévore des gens. Alors, attendez, je recache vite fait le truc. Hop, hop, hop. Ah oui, j'ai un gros plan. Attendez, bougez pas. J'ai un gros plan, tac, du dragon. Donc ça, c'est le dragon. Donc voilà, quoi, on est dans ce genre de bail. Je ne sais pas qui a fait les effets spéciaux. Donc c'est aussi, ça rapproche un petit peu de ce dont je parlais autour de Phil Tippett, de Mad God, etc. C'est de la stop motion. Peut-être pas tous les plans, mais il y a un nombre conséquent de plans quand même qui est en stop motion. Ce n'est pas fait par Phil Tippett. Et je ne sais pas, mais je crois que c'est quelqu'un d'assez connu dans le monde de la stop motion qui s'est occupé du monstre de Q. Bref, donc il est là en fait, et puis voilà quoi, il vit des aventures de dragon, il mange des gens, donc parfois là, vous avez parlé, il y a le laveur de vitres qui est là, qui est derrière, il est en mode Eric et Ramsey et tout quoi, et attention, et oh non mon dieu quoi, et il se fait décapiter carrément. Mais alors, le film, en fait, c'est très dommage parce que cette prémisse, j'ai envie de dire, dès lors que tu commences avec cette idée-là de, à la fois, c'est un polar un peu, pas hard-boiled, mais c'est un polar avec David Carradine dans les rues qui doit enquêter sur un tueur en série, plus un truc un peu en mode film noir avec un délire de petit escroc, machin et tout. Et il y a un dragon en plus, je veux dire, c'est de l'or, quoi. Cette idée, c'est de l'or en barre. C'est-à-dire qu'il y a un boulevard. Il y a un boulevard parce que c'est à la fois, c'est hyper original, c'est complètement bis, ça peut être très drôle et très amusant, très rafraîchissant comme concept de film. Je vous montrerai après d'autres petites images, peut-être de ce fantastique dragon qui claque. Le problème, c'est qu'en fait, la quasi-totalité du film, c'est le film dont je vous parlais d'abord. C'est-à-dire que c'est une enquête policière qui franchement est pas très palpitante, c'est des effets gore qui sont assez cheap, c'est un petit polar, un espèce de petit film noir qui est pas non plus à se taper le cul par terre.
c'est pas ouf. Voilà, c'est globalement pas ouf. Et le dragon, en fait, on le voit très très peu. On le voit quasiment que à la fin, en fait. On le voit un petit peu ponctuellement tout au long du film comme un espèce de fil rouge, voilà, du truc. Mais c'est très peu généreux, je trouve, en termes de dragonnerie. Ce qui est un peu dommage parce que en fait, moi j'aime beaucoup Larry Cohen parce que je trouve il est hyper généreux. Ça me permet de vous conseiller un autre film, du coup, parce qu'on réévoque Larry Cohen. Mais c'est vrai que si vous l'avez jamais vu, alors c'est pas un film qu'il a réalisé, mais c'est un film qu'il a écrit. Mais ça, c'est absolument fantastique. Hein, si vous l'avez pas vu, je resalue du coup les gens de Capture Mag qui ont fait un podcast, non pas sur ce film spécifiquement, mais globalement sur la carrière de William Lustig. Mais c'était à l'occasion d'une projection. Alors, je savais pas qu'il le projetait, sinon j'en aurais fait la pub. C'était il y a quelques mois, du coup c'est trop tard. Il le projetait au cinéma, Maniac Cop 2. Mais si vous l'avez jamais vu, alors je crois que c'est galère à trouver. Je suis même pas sûr qu'il y ait une édition française de ce Blu-ray qui n'est pas en français, qui est donc en espagnol. Et ce qui est dommage, c'est que du coup il n'y a pas la VF en fait d'époque dessus, mais par contre il y a les sous-titres français sur cette édition-là. Donc Maniac Cop 2, c'est un chef-d'œuvre écrit par Larry Cohen et réalisé par William Lustig. Même si vous connaissez le premier, qui est facilement trouvable, Maniac Cop 1, parce qu'il est en VOD sur je ne sais plus quel truc. Je ne sais pas si c'est Filmo ou si c'est Amazon Prime ou quoi, mais je sais que je l'ai revu il y a pas longtemps dessus. Mais si vous connaissez le 1, ça c'est encore vachement mieux en fait. C'est vraiment excellent, c'est un très bon film des années 80. Donc n'hésitez pas à checker ça. Mais donc Larry Cohen, moi j'ai beaucoup de sympathie pour lui parce qu'il est vraiment très généreux dans son côté débile avec des concepts idiots. Et un film comme God Told Me Too, c'est super parce que c'est en plus, il y a un feeling très 70s qui va se mélanger à des vrais trucs un peu teubés de bis qui sont très rigolos. Là, je trouve que ça manque un peu. Ça aurait pu être plus sympa et il y a des moments où c'est un peu chiant. Il y a des moments où tu as vraiment l'impression que c'est juste David Carradine et Roundtree que tu suis dans une enquête pas passionnante, quoi. Et juste, ils se demandent mais pourquoi est-ce qu'il y aurait un dragon et ce qu'on voudrait, c'est plus le voir, en fait. Mais bon, après, je comprends que ce soit compliqué parce qu'il se passe plein de trucs. Et évidemment, ces trois histoires sont liées. Le dragon, la secte, enfin le tueur en série et le braquage avec les truands, tout ça est lié. Mais très vite, ça part dans un truc où tu te dis c'est pas forcément intéressant parce que le petit mec, en fait, le petit truand, il est le premier à comprendre où loge le dragon, c'est-à-dire dans le Chrysler Building. Et du coup, en fait, il fait chanter les keufs contre $1 million, machin, etc., pour leur donner l'endroit où se cache le dragon. En fait, le truc le plus intéressant dans ce film, j'ai trouvé, et c'est pour ça que quand même je le conseille, mais ça vient peut-être d'un truc que j'ai pas bien compris. C'est qu'en fait, à un moment, je ne sais pas, alors il y a peut-être un moment où j'ai pas très bien suivi ce qui se passait à l'écran, et peut-être que ce que je vais décrire est expliqué. Mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait trop une explication à ce sujet-là. C'est que du coup, on suit Carradine et Roundtree qui vivent une aventure complètement en mode enquête, thriller, machin, etc. sur un tueur en série. Et ponctuellement, ils sont rejoints par des flics. Et en fait, il y a un des flics qui pop à un moment dans l'histoire, quoi. Et donc, tu l'avais jamais trop vu avant, ou j'avais pas fait gaffe en tout cas. Et soudainement, il est là. Et après, il reste jusqu'à la fin du film et ça devient même un second rôle assez important, genre qui est là vraiment, qui accompagne tous les keufs pendant tout le truc, ce qui est bizarre. Tu te dis, pourquoi ajouter un keuf à un moment alors que ils sont déjà suffisamment nombreux quoi, pour résoudre cette enquête. Et le truc qui est très étrange avec ce flic en question, c'est qu'il a un maquillage de mime, en fait. Et ce n'est pas... Alors, peut-être j'ai pas capté pourquoi, en fait. J'ai peut-être eu un moment d'inattention, mais je crois que ce n'est pas vraiment expliqué, en fait. Pourquoi ce mec est habillé en mime? Je pense qu'on le fait comprendre que c'est genre, il est un petit peu undercover, incognito. Alors, il a un t-shirt Milos Forman. Il a un t-shirt Amadeus, qu'on voit un petit peu là. Mais donc, il a ce maquillage de mime et il pop soudainement dans l'intrigue. En fait, comme si de rien n'était. Du coup, soudainement, ça devient l'enquête de Richard Roundtree, David Carradine et ce mec déguisé en mime. Et c'est pas vraiment expliqué pourquoi, comment. Mais vous voyez, il est là, quoi. Il change jamais sa gueule, il est juste, voilà. Et du coup, moi, j'ai envie d'un spin-off, en fait, sur ce keuf. Est-ce que c'est parce qu'un jour, il est arrivé comme ça et personne n'ose lui dire, en fait, que... Mais Didier, pourquoi t'es habillé en mime? Et du coup, lui, il en parle pas. Et il attend qu'on lui fasse... Ah, j'ai envie que ça fasse marrer les copains. Mais du coup, comme ils n'ont pas réagi, il se dit, bon, bah, peut-être ça, en fait, ça les fait pas trop marrer, donc je vais pas en parler. Je vais pas évoquer le truc. Et il se passe, voilà, ils vont enquêter sur des trucs dans les rues de New York, tranquille, normal, filmé parfois dans un côté un peu, pas cinéma vérité, mais un peu pris sur le vif, comme ça, dans les rues de New York. Et il y a un mec qui est là, qui est déguisé en mime, quoi. Et c'est en fait, je me suis rendu compte que ce mec, non, tiens, vous voyez mieux son t-shirt là, ce mec qui est déguisé en mime, en fait, c'était une meilleure attraction que le dragon.
Ah, et il y a et vous voyez là, ils sont en train de rouler, mais normal, tranquille, ils font leur enquête quoi. Et il y a un gars, il est là, il a un chapeau et il est déguisé en mime. Et donc ça, c'est pour moi l'attraction première du film, et c'est la raison pour laquelle vraiment je vous recommande quand même. Donc un film qui s'appelle Q, donc Q, qui est sorti en 1982, qui en France s'appelle on s'en fout, c'est Q, Quetzalcoatl. Il s'appelle Q, c'est quand même génial quoi. Et que moi je vous le recommande juste parce qu'il y a un mec à un moment, il est déguisé en mime quoi. Là vous voyez, c'est Richard Roundtree. Donc il est posé comme ça sur un toit à attendre que la bestiole arrive pour pouvoir lui tirer dessus, parce qu'il imagine que voilà, tuer un dragon avec un pistolet ça marche. Sauf qu'il se fait rapidement attaquer par un cerf-volant. Parce qu'il y a des cerfs-volants aussi. Il y a un problème de cerf-volant dans cette ville. Donc j'ai dit, oh putain de merde. Et ça fait marrer le mime. Et en fait, le truc, c'est que le mime joue à peu près normalement le keuf pendant tout le film, mais parfois, il joue un peu comme un mime. Il se met à être dans un espèce de, dans une sorte comment dire, de surjeu un peu mimesque, quoi. Sauf que, voilà, là, il est dans un truc de, oh mon dieu, waouh, un cerf-volant. Sauf que non. Il y avait aussi le dragon. Et donc, le dragon attaque Roundtree, quoi. Il attaque Shaft et il l'embarque. Et donc il y a ce genre de bail quoi dans le film. Et là donc le mime il fait ah merde. Voilà. Donc c'est un film quand même que je vous recommande. Vous voyez là, tout se passe autour du Chrysler Building. Il y a une fin assez dantesque qui est une sorte de King Kong inversé. C'est une espèce de King Kong inversé où c'est plus le Stromon qui est sur le bâtiment qui se fait shooter dessus par des trucs qui volent. Étant donné que c'est un monstre qui vole, c'est le monstre qui vole autour du Chrysler Building et les keufs qui le mitraillent, qui lui shootent sa race comme ça, la sulfateuse, il le défonce. Là vous pouvez voir que ce flic est visiblement aussi une petite pupette. Hein. Cette scène est vraiment très drôle. Hein. Parce qu'il le pousse. En fait, vous le voyez pas parce que c'est une image qui ne bouge pas. Mais il pousse comme ça la nacelle et ça fait tomber le flic. Il s'enfuit. Bon, il se fait fumer. Bon, c'est très intéressant. En tout cas, si vous avez l'occasion de vous regarder ce petit film qui est Q, du coup, 1982, Épouvante sur New York. C'était ça le titre que j'avais zappé. C'est un film que j'avais vraiment très très envie de voir. Comme je me disais, ça allait être. Non, c'est pas Phil Tippett qui s'occupe de la stop motion. Mais voilà, donc c'est un film que j'avais vraiment envie de voir, et en le regardant, je me suis dit bah merde, en fait, je suis déçu. J'ai pas eu mon compte, j'ai pas eu mon dragon au-dessus de New York, et ça laisse en même temps une case, comment dire, pour les réalisateurs aventureux. Si vous m'écoutez et que vous êtes un réalisateur et que vous vous dites tiens, ce qui manque au paysage cinématographique de 2023, c'est un film avec une enquête policière dans les rues de New York ou ailleurs, ça peut être un truc qui se passerait quelque part autour de Melun. Mais c'est juste qu'il y aurait un dragon, en fait. Une vraie enquête policière avec un dragon qui se balade comme ça et qui parfois chope des mecs. Ce serait super. Moi, je pense que cette carte-là est une carte à jouer. Que, en tout cas, si ça marche pas, moi, je serai dans les salles. Je serai peut-être dans la salle 2 fois. Peut-être que je retournerai voir ce fantastique film que j'espère vous allez nous proposer dans quelques années, vous, les aspirants réalisateurs. Voilà. Donc c'était le premier film dont je voulais parler, Q, 1982, réalisé par Larry Cohen. Si vous voulez un bon Larry Cohen pour de vrai, sans déconner, n'hésitez pas quand même à mater encore une fois God Told Me Too, qui est probablement mon film préféré de lui, que je trouve extrêmement sympathique. Mais si vous voulez juste vous amuser, c'est sympa. Quand même Q. Voilà, donc est-ce que tu t'es pas trop hypé dessus, et c'est le fait que le film n'ait pas matché ta hype qui fait que t'es un peu déçu? Si, exactement, et c'est même tout le propos, mon cher ami, de ce stream en fait, où justement le truc c'est de dire, voilà, ça arrive parfois que c'est très contextuel en fait, que la réception qu'on a d'un film, parce que ce film, déjà, il est pas mal considéré par plein de gens. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de retours plutôt positifs qui justement y trouvaient leur compte dans la bisserie, quoi, dans le côté un peu débile et comment dire... décomplexé quoi du spectacle qui est offert, et par conséquent déjà moi je respecte ça, je trouve ça sympathique d'avoir des films qui amènent de la joie aux gens par le biais d'un dragon quoi qui vole au-dessus de la ville de New York. Mais effectivement je pense que si juste on m'avait pas parlé du film, si on m'avait pas dit il y a un dragon qui vole au-dessus de New York et qu'on me l'avait montré, j'aurais pu trouver ça rigolo et sympathique. Mais c'est vrai que tout est contextuel, la façon dont elle reçoit les films. C'est-à-dire que quand je vais voir Smile aussi, dont j'ai dit à peu près le mal que je pensais lors de mon dernier stream, c'est vrai que je m'attends à un film au moins sympa parce que c'est un film qui a cartonné en fait, et du coup dans ma tête je me dis bon bah s'il a cartonné il doit y avoir un intérêt. C'est vrai que je suis d'autant plus déçu en le voyant. Peut-être que si on m'avait dit c'est une merde, faut surtout pas y aller, et que je l'avais vu, j'aurais dit bon finalement c'est pas tant une merde que ça, probablement. Et c'est d'ailleurs le cas du prochain film dont on va parler. Mais avant ça on va peut-être faire un petit voilà, une petite pause, juste recommandation en vrac avant de parler du deuxième thème du deuxième film
d'aujourd'hui, qui sera Fear and Desire, le premier film de Stanley Kubrick. Donc juste pour dire que les trucs que j'ai revus en ce moment, alors ça j'ai pas encore revu, parce que j'ai pas eu le temps, mais je vais le remater parce qu'en ce moment on joue à un jeu donc, qui s'appelle Reaper, ou The Reaper, je sais plus, avec Christopher Walken, et je me permets quand même de name drop sur probablement un des meilleurs films, en tout cas avec Christopher Walken dedans, à savoir King of New York d'Abel Ferrara, du coup, qui est même probablement mon Abel Ferrara préféré. J'aime beaucoup ce film, et ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc j'espère qu'il a pas vieilli, mais en tout cas dans ma tête c'était quand même super chouette. Là, je sais pas ce qu'il y a comme bonus, mais je suis sûr que ça va être cool parce que c'est une édition chez Carlotta, ça. Donc je pense que ça va être sympa. J'ai hâte de le remater. Il faudrait que je le remate. J'ai pas grand chose à vous en dire parce que je l'ai pas revu. Donc du coup, voilà, mais c'est quand même c'est sympa. Alors un film que j'ai revu et pour le coup qui m'a déçu et j'en avais de meilleurs souvenirs que ça, c'est celui-ci, c'est Terreur sur la ligne. Parce que du coup, en fait, le fait d'avoir vu pas mal de films d'horreur, et notamment Scream 6, ça m'a donné envie de revoir des films un petit peu d'horreur. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas remonter à une source potentielle de Scream, quoi, qui est celle-ci. Donc, qui est un des films qui a, je pense, énormément inspiré Scream. Et notamment la première scène du premier Scream est évidemment presque... C'est pas un plagiat, parce que je pense que c'est évidemment un hommage, mais appuyé quoi, à ce film-ci qui est Terreur sur la ligne. Donc je me permets quand même de... Moi, je l'ai revu, il m'a un peu fait chier. Alors, c'est un film assez culte quand même, qui est vraiment apprécié, qui est un film qui date, si je ne m'abuse, c'est juste un tout petit peu après Halloween, je crois. Donc c'est 79, Terreur sur la ligne, et effectivement... Alors ça a été remaké, donc je pense que vous connaissez le remake au moins des années 2000. Mais en fait, dans ma tête, c'était vraiment cool. Et ça m'a un peu saoulé en fait. C'est pas un film que j'ai tant apprécié que ça à la revoyure. C'est un film qui a quand même pour lui d'avoir 20 excellentes minutes en fait au début du film. Mais c'est le problème. C'est le problème. Comme quoi tout est vraiment contextuel dans la façon dont parce que peut-être que si le reste du film n'avait pas été précédé par une super scène d'ouverture, j'aurais trouvé peut-être ça un peu sympa. Mais en fait, la barre est mise très haute au début du film. Il y a 20 minutes vraiment qui sont super et qui sont l'inspiration première du film Scream, qui s'inspire de quasiment rien d'autre du film. Donc pour vous raconter un petit peu ce que c'est, qu'est-ce que ça raconte, c'est en fait tiré du scénar, pas du scénar, c'est tiré à la base d'un fait divers réel, mais c'est aussi très inspiré d'une légende urbaine que vous connaissez peut-être parce qu'elle a été répétée plein de fois. Je me demande même s'il n'y a pas un Urban Legend qui fait référence à celle-ci. Donc en gros, c'est la légende urbaine dite de la babysitter et du tueur, donc qui raconte en gros l'histoire. C'est une légende urbaine qui est née dans les années 60, mais qui date d'encore avant, enfin qui est elle-même inspirée d'un autre fait divers qui a eu lieu dans les années 50 avec le meurtre d'une babysitter, mais qui en gros raconte l'histoire d'une babysitter qui doit garder des enfants qui sont en train de dormir à l'étage. Et du coup, cette babysitter reçoit des appels d'un mec bizarre qui lui dit tu devrais aller voir les enfants. Tu devrais aller vérifier que les enfants vont bien. Et il rappelle comme ça tous les quarts d'heure la babysitter pour la faire flipper. Donc elle flippe et elle appelle les keufs, évidemment, qui lui disent en gros essayez de le maintenir un petit peu au téléphone la prochaine fois qu'il appelle. On peut retracer d'où vient l'appel si vous le tenez plus d'une minute au téléphone, ce qu'elle réussit à faire. Et du coup, donc ça c'est la légende urbaine, mais en fait je vous spoil un petit peu ce qui se passe au début du film, mais c'est la légende urbaine, c'est ça. Du coup elle reçoit un appel du tueur qu'elle réussit à tenir plus d'une minute sur la ligne, et ensuite elle raccroche, son téléphone ressonne, et cette fois-ci c'est le keuf qui lui dit madame, sortez vite de chez vous, puisque le tueur, l'appel qu'on a réussi à tracer arrive de l'intérieur de la maison où vous vous trouvez. Voilà, donc c'est ça le truc de cette légende urbaine-là, et les enfants ont été assassinés par donc un tueur qui l'appelait de l'étage du dessus. Ce qui vous fait forcément beaucoup penser, j'imagine, à plein de slashers de l'époque, quoi. Que ce soit de Black Christmas à Scream, à évidemment Halloween et tout, le concept de la babysitter qui harcelait au téléphone ou pas. Mais il y a ce côté-là, quoi. Et du coup, là, en fait, au départ, ce film est un court-métrage, en fait. C'est un court-métrage qui a été fait, qui s'appelle juste The Sitter, que je n'ai jamais vu. Que je ne sais pas s'il est trouvable sur Internet, j'imagine que oui. Mais en gros, il y a juste cette histoire-là qui est racontée dans un court-métrage d'une vingtaine de minutes, qui existe à la base et qui ensuite a été rallongé en long-métrage. Et c'est là qu'est le problème, puisqu'en fait, donc le court-métrage, je ne l'ai pas vu, mais en gros, l'introduction du film, les 20 premières minutes de Terreur sur la ligne, c'est très clairement le court-métrage qui a été mis là, quoi. C'est-à-dire que c'est le court-métrage qui existe, qui est là. Et
Le problème, c'est que une fois que tu as raconté ça, tu fais quoi? Et ils sont partis sur un délire. Alors la toute fin du film est un peu sympa aussi, ça repart sur un film d'horreur. Mais je sais pas, ils sont partis sur un délire. Au lieu de se dire on va prendre le court-métrage ou le fait divers et on va essayer de l'étirer en rajoutant des péripéties dedans, ce qui aurait pu être relou aussi, hein. Je sais pas si ça aurait donné un truc intéressant. Mais en tout cas, ils décident de pas faire ça. Donc ils racontent l'histoire, qui a une conclusion, celle que je viens de vous raconter, au bout de 20 minutes, quoi. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe 7 ans plus tard? Voilà, ça fait 7 ans plus tard et le tueur s'est échappé de l'hôpital psychiatrique où il était enfermé et il est dans un bar et il commence à harceler une meuf et il se fait agresser par un mec qui était là, donc il y a bagarre et le keuf qui avait enquêté sur l'enquête de base commence en mode Loomis à aller le chercher machin etc pour le retrouver pour l'arrêter et machin et blablablou et blablabla quoi. Et du coup en fait ça devient une espèce comment dire, un polar en fait, ça devient un polar, un truc un peu d'enquête, très un peu longuet en fait, en dialogue, etc. Une performance d'acteur qui est relativement intéressante. J'ai oublié le nom de l'acteur, mais je sais plus comment il s'appelle, merde. C'est Tony quelque chose, je sais plus. Mais c'est pas grave. C'est un acteur dont c'est un des derniers rôles qui interprète plutôt pas mal le tueur. Mais le problème, c'est qu'en fait, étant donné que le tueur est suffisamment dépouillé comme figure pour être juste un personnage d'une légende urbaine, tu sais, c'est pas vraiment des personnages qui sont faits pour être développés, tout le délire un peu psychologique derrière est en fait pas très intéressant à suivre. Et surtout, en termes de mise en scène, ça se relâche un petit peu, je trouve. Et du coup, ça commence à devenir un petit peu plan-plan. Par rapport au début qui vraiment est une certaine maîtrise témoigne d'une certaine maîtrise comment dire de la tension par le réal qui quand même avec peu de choses, c'est-à-dire en l'occurrence une actrice qui se retrouve toute seule parce que les gosses on les voit jamais parce qu'ils sont en haut, que les parents tu les aperçois au début mais qu'ensuite ils sont au resto donc tu les vois pas. C'est une actrice qui d'ailleurs joue très bien, Carol Kane, elle est super dans le rôle et qui reçoit des appels quoi. Donc on a un accessoire qui est un téléphone, on a genre une porte et une actrice et c'est super, ça fonctionne très bien en termes de stress, quoi. C'est super, la mise en scène est top. Parfois, la caméra va regarder voilà, la serrure de la porte, va essayer de construire une mise en scène flippante autour de ça. Et la voix du tueur est super parce qu'elle est vraiment glauque et vraiment flippante et tout. C'est très sympa. Mais du coup, après, ça redevient un peu plan-plan. Voilà, c'est un petit budget aussi, donc il y a ça à prendre en considération. Mais bon, si ça vous intéresse, écoutez, ça vaut au moins le coup pour le début qui est super. Après, je trouve que ça devient mou, et dans ma tête, j'avais oublié en fait que ça devenait aussi mou pendant la totalité du film quasiment. Mais par contre, si vous avez vu Scream et que vous n'avez le premier et que vous n'avez jamais vu Terreur sur la ligne, vous allez halluciner à quel point la première scène vous fait penser à ça. Ce qui est à mon avis justifiable par le fait que dans Scream, métatextuellement, donc étant donné que les personnages qui tuent et qui donc s'amusent à appeler au téléphone la victime sont des fans de cinéma d'horreur et on peut imaginer que du coup étant donné que ce sont eux qui sont en contrôle c'est le tueur qui est en contrôle en fait de la situation, lui-même s'inspire de ce film en fait de Terreur sur la ligne pour faire flipper le personnage de Drew Barrymore. Donc ça peut être aussi rationalisé comme ça le fait qu'il y ait un tel emprunt à ce film au début de Scream. Un jour il faudra vraiment que je fasse des streams sur Scream qu'on peut appeler les Scream, mais non c'est nul. Ah c'est dur à faire une vanne avec ça, mais c'est des films qui sont intéressants, ou globalement sur Wes Craven d'ailleurs. Ça pourrait être très intéressant parce que c'est un réalisateur qui m'intéresse beaucoup. Voilà, dernier film que je voulais évoquer rapidement aussi, mais qui est un chef-d'œuvre pour le coup, qui est super connu, c'est celui-ci, Django. Est-ce que j'ai des bons films angoisse psycho, me demande Red Ribbon. Ben, j'en ai conseillé un il y a peu qui est Terreur aveugle, See No Evil de Terence Fisher. Je pense que je vais je garde la surprise. Il y a tout à fait moyen que je vous fasse un truc sur. Je garde la surprise de ce que je vais dire. Mais en tout cas, Terreur aveugle, c'est vraiment super. Sinon, Evil, si tu l'as pas vu, je l'ai conseillé il y a peu. Mais alors du coup, voilà, je voulais vous juste évoquer quand même ce chef-d'œuvre qui est donc il est ma foi très connu, donc du coup je vais pas forcément parler des heures non plus de Django, mais je l'avais pas vu depuis longtemps en fait. Donc c'est Franco Nero qui joue dans Django, un film de Sergio Corbucci, qui hors film de Sergio Leone est probablement le western italien le plus connu de tous les temps. Et c'est j'ai regardé le début du stream tout de suite et le premier film dont tu parles, je sais pas si c'est à cause des screenshots, mais il y a une ambiance nouvelle vague. Tu parles de quoi? De Q? De trucs? Mais alors oui, parce qu'il y a une ambiance, je reviens là-dessus, je reparlerai de Django vite fait. Et, dans Q, en fait, ça vient c'est Larry Cohen qui est très New York. En fait, quand il filme New York, tu sens qu'il a, j'en avais parlé quand je discutais de God Told Me Too, du coup Meurtre sous influence, qui est comme il a cette espèce de truc très 70s en fait de vraiment filmer les rues de New York en mode un petit peu pas documentaire quoi, mais il a ce côté, cette envie de prise sur le vif.
qui atteint, je pense, un aboutissement génial d'ailleurs dans God Told Me Too, j'en ai parlé, mais cette scène en fait du défilé de keufs est vraiment filmée dans un vrai défilé de keufs, et c'est d'autant plus risqué qu'il y a un acteur du coup qui ils n'ont pas demandé les autorisations, mais du coup c'est une scène où il y a un des acteurs qui est joué par Kaufman, l'humoriste, qui sort un gun à un moment, en fait, au milieu de ce vrai défilé de flics, en fait, du coup, et qui fait semblant de menacer avec un faux flingue. Du coup, et ça, tout ça, c'est filmé en mode un petit peu pris sur le vif. C'est typiquement le genre de mec, comme il officie dans un genre de cinéma qui est très, comment dire, c'est du ciné d'exploitation, quoi. Il a pas peur de prendre la caméra, demander aucune autorisation à personne et aller tourner quelques plans à gauche à droite dans les rues de New York. Mais après, c'est God Told Me Too, je sais plus quelle année, mais c'est les années 70, donc voilà. Mais alors donc du coup, je disais que ça, c'est un chef-d'œuvre absolu, je trouve. Je vais pas en parler tant que ça parce que non seulement déjà, je pense que c'est un film qui est très connu, très célébré, et puis en plus, il y a un moment où je vous parlerai aussi, je pense, de western italien et pour quand même décrire, ne serait-ce que tout l'amour que j'ai pour le travail de Sergio Leone et de Corbucci éventuellement, mais même globalement pour le genre, quoi, qui est un truc que j'aime beaucoup. Je suis pas hyper calé en western, mais par contre, j'adore les westerns italiens. Donc, du coup, il faudrait que j'en parle. Celui-ci, en plus, j'ai une histoire particulière avec celui-là, parce que quand j'étais jeune, c'est pas que je l'aimais pas trop. Il m'était sympathique, mais c'est-à-dire que j'avais toujours considéré que c'était un petit peu genre, ça essaye d'être pour une poignée de dollars, mais en moins bien. Ce que ce n'est absolument pas, du coup. Et là, du coup, je l'ai revu en plus là très récemment, et du coup, je confirme que non, ça ne l'est absolument pas, et c'est vraiment génial. Mais en fait, je savais même pas, j'étais pas au courant quand j'étais jeune, en fait, des histoires qu'il y avait derrière. Je savais même pas en fait que pour une poignée de dollars c'était Yojimbo, parce que j'avais pas vu Yojimbo. Donc et en fait ce que je ne savais pas, c'est que non seulement pour une poignée de dollars, évidemment c'est un remake non officiel, mais un remake quand même de Yojimbo d'Akira Kurosawa, mais en fait Django aussi, parce que Corbucci comme Leone ont vu Yojimbo au cinéma, et les deux en fait sont lancés dans une course à qui fait le meilleur remake le plus vite de ce film. Et donc du coup en fait quand vous voyez ce film là, c'est sensiblement une histoire quand même qui est, c'est pas pareil, mais qui est très similaire à Yojimbo et à pour une poignée de dollars. C'est-à-dire, en gros, c'est un mec qui arrive tout seul dans une petite ville et qui, du coup, comment dire, il y a dans la ville en question, dans le petit bled où il arrive, il y a une espèce de guerre en fait entre des gangs. Donc en l'occurrence là, c'est entre des Mexicains et des sudistes, des Mexicains qui sont en plein dans. C'est après la guerre de sécession visiblement, et il y a donc un crew, un gang de Mexicains qui s'oppose à un gang de sudistes. Lui au départ, donc c'est comme dans Yojimbo, c'est l'idée de, et comme dans La Moisson Rouge d'Achille Lamed, j'en reparlais il y a pas longtemps parce que je parlais du Walter Hill, mais il y a ce côté, donc je prends pas vraiment parti, mais je fous le sbeul, je fous la merde entre les deux, je fais croire à Alain que je suis avec eux, après je les trahis, machin, etc. Donc il y a ça dans Django aussi, sauf que du coup là où ça va être quand même très différent, où ça va vraiment avoir son identité par rapport au film de Sergio Leone, c'est que du coup c'est beaucoup plus, alors c'est beaucoup plus bourrin. C'est un film qui est connu pour avoir été interdit dans le monde anglo-saxon, je crois, en tout cas aux États-Unis, pendant un moment, parce que déjà c'est beaucoup plus hardcore en termes de visuel. Il y a une scène légendaire, enfin qui est devenue assez culte, qui est, je pense, a beaucoup inspiré évidemment Tarantino, mais pas dans Django, mais dans Reservoir Dogs. Si vous voyez le film, et vous comprendrez immédiatement de quelle scène il s'agit. Mais c'est un film qui n'hésite pas à être un peu plus bourrin, quoi, un peu plus, il y a du sang, quoi, dans Django. Et globalement, ça, comment dire, ça définit un petit peu aussi toute la mise en scène. C'est pas un film qui est en scope, c'est un film qui est en 16, en 1,66, je crois, ou en 85, je sais plus, mais qui en tout cas à peu près en plus en 16,9, quoi. Il y a un côté beaucoup plus brutal, beaucoup plus nerveux et beaucoup plus crado aussi. C'est un film qui joue beaucoup sur les textures de dégueulasserie, quoi. C'est vraiment un film qui pue la boue et la merde un peu, Django. Beaucoup plus que les films de Léon encore, qui étaient déjà, par rapport au western, quand même, une version un peu plus dark. Là, Django, le personnage, même parfois, est très très vénère, quoi. Sa morale est très très, comment dire, fluctuante, quoi. Évidemment, ça c'est le cas déjà dans Yojimbo, c'est le cas dans tout ça, mais là ça va encore plus loin, je trouve. Mais en tout cas, il y a une nervosité, du coup, il y a un côté hardcore dans Django qu'il n'y a pas forcément dans les films de Sergio Leone, et qui font que lui il a vraiment sa personnalité, je trouve, et c'est en vrai c'est un des meilleurs, c'est vraiment un chef-d'œuvre que si vous l'avez jamais vu, vraiment je vous recommande au plus vite, quoi, parce que c'est totalement mortel. Puis il y a une esthétique qui est géniale aussi, il y a ce côté là, parce qu'en fait le personnage de Django, du coup, dans le film il se balade, de ce qui inspirera des tonnes et des tonnes, non seulement de western italien, mais encore de plein d'autres films après. Il se balade avec un cercueil en fait pendant tout le film, et le délire c'est que dans le cercueil il cache une sulfateuse avec laquelle il allume du coup les méchants sudistes, et du coup ça c'est un truc qui reviendra dans tout, enfin
Évidemment, vous pensez à Desperado, peut-être comment dire, El Mariachi, tous ces trucs-là, mais même globalement, cette idée d'incarner, qui était déjà un petit peu dans les Léon, en fait. Peut-être pas tant que ça à ce moment-là, d'ailleurs, pour une poignée de dollars, mais pour quelques dollars de plus. Le côté un peu fétichiste de on attache un personnage à une arme, vous voyez, à une arme bien spécifique et tout. Le Grand Silence, c'est génial aussi, c'est son deuxième grand film. Je vous parlerai un petit peu, peut-être on se fera des parties de Red Dead 2, ou juste on parlera de western italien. Mais ça, en tout cas, c'est vraiment, je pense, une pierre angulaire de l'histoire de ce genre. Donc, si vous l'avez jamais vu, c'est un classique, hein, donc j'imagine que beaucoup l'ont vu. Mais si vous l'avez jamais vu, en tout cas, c'est absolument superbe. C'est filmé magnifiquement bien. Il y a une qualité dans la direction artistique, quoi, dans la production design qui est vraiment magnifique, avec ces espèces de tout ce qui est de costumes, etc. C'est vraiment ouf. Les sudistes avec leur foulard rouge là, c'est tout un délire. Même le personnage de Django, il est hyper esthétisé. C'est vraiment, c'est magnifique. C'est un très 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 joli film que je ne peux que vous recommander et qui est un des classiques du genre. Voilà, c'était les petites parenthèses, la petite parenthèse film en vrac que j'ai envie de faire. Je sais pas, je pense 2 films plus une petite parenthèse film en vrac, ça peut être un format un peu cool pour des streams, permet de tenir à peu près 2 heures. Je pense que c'est intéressant comme ça. Je vais juste faire une petite pause pour remercier les gens et ensuite on parlera donc de Fear and Desire, qui est le second film dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est un petit peu du coup à l'inverse de ce que j'ai pu penser sur Q, un film où je m'attendais vraiment à pire que ce que j'ai vu. Voilà. Je ne vais pas vous vendre ça comme ce que ce n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas un chef-d'œuvre, loin de là, mais j'ai quand même envie de vous parler un petit peu de cette curiosité, parce que c'est quand même, c'est pas une curiosité tant que ça, mais ça détonne quand même, je trouve, dans la filmographie de son réalisateur. Et étant donné que c'est vraiment un réalisateur que j'admire énormément, je pense que ça peut être intéressant comme discours, de parler un petit peu de ce film-là. Voilà. On me demande, juste avant que je remercie les gens, Alri Comics, pour pas que j'oublie, tu me demandes, tu avais parlé de mettre en plan avec la commu un délire de ciné-club. Genre, tu balances un film, on se laisse une semaine pour le voir et après, on débrief ensemble. Est-ce que j'ai abandonné l'idée? Pas du tout, je le ferai. On le fera ensemble. Mais bientôt, juste le temps que je m'organise, parce que c'est compliqué pour moi de dire de quel film j'ai envie de parler exactement. En fait, il y a un film dont j'ai très envie de parler en ce moment, mais le problème, c'est que il faut que je chope le Blu-ray ricain, parce qu'il y a un commentaire audio que je veux écouter et qui est que sur le Blu-ray ricain, et en fait il est un peu compliqué à trouver, mais je vous en reparlerai un peu plus tard. Alors, sans te couper dans ton élan, est-ce que tu as vu la comédie musicale Evil Dead? Non, je ne l'ai pas vu, mais je sais que ça existe. Ça peut être très intéressant aussi. Peut-être on pourra se regarder des extraits de ça, mais je pense que ça peut être marrant. Alors, je vais juste faire une petite pause donc, pour remercier les gens. Moret 30, merci à toi pour le 11e mois de sub. Tu déchires au même titre que Lord Davis, c'est ton 20e mois. Je te fais un gros bisou également. Jimmy, donc je t'ai déjà remercié, mais tu as vu Benedetta. Et moi, je reviens vite fait sur Benedetta. Du coup, moi, j'ai beaucoup aimé Benedetta. Après, je comprends ce qui peut déplaire dans Benedetta sur un plan purement formel. J'en avais discuté avec un ami qui me disait que c'était vraiment filmé de façon assez pauvre, donc je peux comprendre encore qu'on puisse le voir comme ça. Moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait plein de thématiques intéressantes. En vrai, je suis très fan de Verhoeven, donc j'ai été satisfait. Je trouve que la performance de Efira, elle est super. Voilà. Et puis, ça m'a rappelé des trucs quand même. Après, Verhoeven, j'allais dire, c'est pas un défaut, c'est juste qu'il a des obsessions qui tournent en boucle, quoi. Et c'est-à-dire qu'effectivement, peut-être il y a un sentiment de lassitude par rapport aux thématiques de Verhoeven. Peut-être que ça le conduira à lasser un petit peu. Moi, je sais que j'ai eu ça sur Cronenberg, sur ces derniers, où là, maintenant, je suis quand même lassé du cinéma de Cronenberg, parce que je trouve que ça tourne un petit peu en rond. Ceci étant dit, je suis aussi lassé par des cinéastes qui prennent qui prennent des directions opposées, genre Tim Burton qui fait maintenant un peu l'inverse de ce qu'il faisait avant. Donc je sais pas, peut-être qu'il y a ça. Moi, je le ressens pas encore chez Verhoeven. Je suis content de voir ses films et j'attends beaucoup de ses prochains. Donc voilà. El Pollo 95, merci beaucoup à toi pour ton prime. Sirius Yas aussi, merci à toi pour le 5e mois d'abonnement. Tu me dis merci pour ma dose de culture cinématographique quotidienne. C'est pas fini. Je pense te faire découvrir un film que tu n'as pas vu, parce que peu de gens l'ont vu quand même, Fear and Desire. Merci à toi, Vouivre, pour le 9e mois d'abonnement aussi, tu déchires. Merci à toi, Z-Bar, qui dit yeah yeah woohoo, are you all in my ear? Je te fais des gros bisous, c'est ton 10e mois aussi. Whisky Gogo, merci à toi pour ton 11e mois de sub. Andy Vaux-Jambon, quel délice. Merci à toi pour ton 3e mois d'abonnement, ton 2e mois in a row. Merci beaucoup à toi, Ex-Vial aussi, qui me dit paix et félicité à tous. Écoute, fart and felicity to you too, hein, j'ai envie de te dire. Merci à toi, Dr. Oster, pour le prime. Merci à le Snoopy, également, c'est ton 2e mois d'abonnement, tu déchires. Merci à toi, Eliantar, qui dit un prime pour te remercier d'être aussi intéressant, quel que soit le sujet. Écoute,
Pas tant que ça, mais ça fait plaisir, c'est très gentil. Je te fais des gros bisous, l'atelier, je t'embrasse très fort. Tu me dis déjà 14 mois, ça passe tellement vite, effectivement. Ça passe à une vitesse hallucinante. Merci à toi, Matt Lomodi également, qui dit Django de Corbucci. Quel jalon dans le western spag. Oui, c'est un monument, effectivement, de ce genre, comme j'ai dit, et je le répéterai toujours, c'est une tuerie. Je crois, il faut pas dire western spaghetti, je crois, parce que, ouais, après, bon, je pense que c'est l'habitude a été prise, mais en fait, Sergio Leone détestait ce terme. Et du coup, comme c'est lui qui invente un peu le genre, enfin dans ma tête, c'est un peu lui le padré, donc je fais ce qu'il me demande. Vaut mieux dire western italien, j'imagine. Parce qu'il trouvait ça con, en fait, comme terme, Sergio Leone. Mais après, j'ai dit ça toute mon enfance. Du coup, évidemment, c'est dur d'oublier ce terme-là. Mais oui, il trouvait ça complètement con d'appeler ça western spaghetti. Et c'est vrai que c'est un peu con, en fait, de dire ça. Mais dans l'absolu, voilà, en tout cas, c'est effectivement s'il y a... Franchement, j'ai envie de dire, peut-être s'il y a un western italien à voir hors Leone, ce serait celui de Corbucci, ce serait Django. Et puis il y a Franco Nero que moi je trouve extrêmement sympathique aussi, quoi. Forcément pour ça et pour l'implacable ninja, Enter the Ninja, évidemment. Franco Nero est un fantastique acteur, je trouve. Merci à toi, pas d'accord, pour le sub que tu viens d'offrir à je ne sais pas qui, mais je t'embrasse très, parce que c'est pas écrit sur mon truc, mais je t'embrasse très fort. Merci à toi Guy Ponk et merci à toi la Tease. Merci à vous tous, c'est grâce à vous que ces streams peuvent continuer dans des conditions correctes et respectables, et c'est que j'ai le temps de voir plein de films. Merci à vous de participer financièrement à ce stream, vous déchirez de ouf. Deuxième thématique, est-ce que j'ai vu Under the Silver Lake, me demande Psychananas. Oui, absolument, je l'ai même présenté Under the Silver Lake avec son réalisateur. Je l'ai diffusé et moi, c'est un film que j'aime bien. Je sais qu'il avait, je sais pas, je crois qu'il a plutôt maintenant bonne presse. Au moment de sa sortie, c'était un peu. Moi, je le trouve sympathique. Je le trouve très sympathique. J'aime bien. Comment il s'appelle, David Gordon Mitchell. La honte si je me trompe sur son blaze. J'ai rencontré ce mec-là. Il est en plus très gentil. Et je me souviens qu'on avait conversé, on avait discuté de comment ça s'appelle, d'une référence qu'il avait fait à un niveau de Mario, qui est un niveau caché de Mario. Et ça me faisait beaucoup rire. Ce côté Easter egg. Pour ceux qui savent, j'adore Mario Bros, le jeu vidéo. J'en ai fait un long stream où je parle des niveaux cachés et tout, et on en avait discuté ensemble, et lui aussi était très fan de Mario. Il avait été très content de voir que j'avais chopé la référence à ce truc-là. Mais voilà, non, c'est super Under the Silver Lake, ouais, c'est carrément cool. Alors, donc, tout ça pour dire qu'on va parler du deuxième film qui va nous intéresser aujourd'hui. Celui-ci. Donc, Fear and Desire, qui est le premier long métrage de Stanley Kubrick, et qui est un film hyper intéressant. Que déjà, quel que soit ce que vous pouvez penser de ce film, et du téléphone qui m'appelle, ne bougez pas, no bougamos, no los boujaran, hop, clac. Voilà. Alors, quel que soit en fait le Fear and Desire, My Sense is Purified, quel que soit ce qu'on puisse penser de ce film, qui est, je veux dire, plutôt controversé, enfin, qui est, pour être tout à fait honnête, considéré comme un film de merde par la plupart des gens, je pense, qui connaissent un petit peu l'histoire de Stanley Kubrick, et par Stanley Kubrick lui-même. Voilà, donc mais je trouve pas tant que ça, mais quelle que soit l'opinion que vous puissiez avoir de ce film-ci, que vous le trouviez intéressant ou pas, ou mauvais, ou ce que vous voulez, je pense que c'est quand même un truc à regarder. Même si, il est vrai qu'en le regardant, du coup, je me disais quand même, tiens, il y a un côté un petit peu, comment dire, un petit peu blasphématoire à regarder ce film-là, d'autant plus quand on est fan de Kubrick, puisque c'est un film que Stanley Kubrick lui-même, de son vivant, essayait à tout prix de cacher, en fait. C'est un film dont il est absolument pas fier. Vous attendez pas à cette pause de thé. Faudrait que parce que j'ai peur que mon café refroidisse, en fait. Ah, ce qui est déjà un peu le cas. Voilà. À part 2000 ans d'essai de l'espace, j'arrive vraiment pas à comprendre l'intérêt de Kubrick. Il était peut-être en avance sur son temps, et moi, j'ai trop digéré de films depuis. Moi, je suis très fan. Après, on va pas parler de toute la filmographie de Kubrick, parce que pour là, il me faudrait des heures et des heures. Moi, je trouve que c'est quand même un cinéma très, très important. Enfin, c'est hyper intéressant. C'est ce que ça représente dans l'histoire du cinéma, c'est aussi très important, Stanley Kubrick. Après, franchement, t'es pas obligé d'aimer. Moi, je considère pas qu'il y ait de sacré dans le cinéma. Même si lui, je sais qu'il est quand même considéré comme un des grands de l'histoire du cinéma, et je partage cette opinion parce que sa filmographie, non seulement ce sont des films que j'adore toujours aujourd'hui, que j'adore revoir, genre là j'ai revu
Du coup, parce que j'en ai parlé d'un fois, l'Ultime Razia, c'est fantastique, quoi, j'adore ça. Et du coup, je trouve que c'est magnifique. Enfin, 2001 Odyssée d'espace, je trouve que c'est un des plus grands films de tous les temps et tout. Donc, mais au-delà du film du fait que j'aime bien son cinéma, c'est aussi un cinéaste qui est très important pour moi parce que c'est un des premiers cinéastes en fait que j'ai identifié comme étant un réalisateur, auteur de films. Et c'est avec entre autres, c'est pas le seul, mais c'est un des réalisateurs. Au travers de sa filmographie, j'ai pu comprendre ce que c'était que un réalisateur en fait, dans le cadre de voilà que en fait la personnalité de la personne qui fait le film, donc le réalisateur, pouvait marquer de son empreinte le cinéma. Ça m'a fait comprendre ce que c'était que la mise en scène vraiment en fait dans le cadre d'un film. C'est-à-dire que c'est un des réalisateurs avec lesquels je me suis dit en fait, c'est pas juste ce qu'on filme qui est important. C'est que la façon dont on filme les choses est aussi importante, si ce n'est plus, que ce qui est filmé en réalité, quoi. Du coup, c'est très important parce que c'est, je veux dire, constitutif de ma cinéphilie à moi et peut-être que du coup, j'ai un regard biaisé sur son cinéma. Mais c'est vrai que moi, je suis très fan. Je suis très très fan de Stanley Kubrick. Pour autant, vous avez le droit de pas aimer et tout. Et puis, enfin, t'as pas à t'excuser ou à prendre des pincettes si tu trouves que son cinéma t'intéresse pas ou quoi. Ça, c'est normal, je pense, quoi. Quoi qu'il en soit, donc, tu vois, on a tous nos références aussi. On s'en fout complètement en fait. Mais alors après, peut-être que je parlerai peut-être un jour d'un autre film de Stanley Kubrick, éventuellement peut-être un de ceux qui m'a le plus marqué pour décrire la mise en scène, parce que là, je parle de Kubrick peut-être pour la première fois dans mes streams et je parle avec ce qui est considéré son pire film. Donc forcément, c'est peut-être pas lui rendre vraiment hommage par rapport à ça. Je reviens sur ce que je disais, il y a une dimension un peu blasphématoire en fait à regarder ce film aussi quand on est fan de Kubrick, parce que de fait, lui a voulu l'enterrer, quoi. Il en a extrêmement honte de ce film-là, qui est Fear and Desire, et il a essayé de le cacher, même jusqu'à sa mort en fait, ce film-ci. La légende dit même qu'il rachetait des copies et qu'il voulait vraiment le faire disparaître, parce que c'est son tout premier film. Et on va essayer de comprendre du coup pourquoi éventuellement il en avait aussi honte. Et du coup, en fait, au fil des années, parce que ce film, du fait de ce que je viens de te raconter, en fait, a été très longtemps plutôt invisible. Il est sorti, donc c'est un film qui date de 1953. Et je crois que jusque dans les années 80, il était quasiment impossible de voir ce film. Il est sorti, alors je ne sais pas de quand date cette édition Blu-ray, mais là, du coup, il est disponible en Blu-ray, il est sorti et il est regardable. Et c'est un petit peu, comment dire, donc il y a c'est un espèce d'objet un peu, je veux dire, dont que la réputation précède, quoi. C'est-à-dire que vous avez souvent, si vous êtes un peu fan de Kubrick, entendu parler de Fear and Desire avant de vous lancer dans le regardage de ce truc-là. Donc j'étais et il y a une espèce quand même d'uniformité des opinions autour de Fear and Desire pour dire que c'est quand même sacrément pété comme film et que c'est plutôt un film naze. Et donc, en fait, je l'ai regardé déjà avec un côté. Je pense, voilà, après, c'est pas une insulte à mon avis de regarder le film, c'est pas une insulte à sa mémoire. De toute façon, tout le monde. Je pense que les gens qui seront intéressés de toute façon par ce film-là sont forcément un peu fans de toute façon à la base de Stanley Kubrick et que par conséquent, c'est plus. Je pense qu'ils le regarderont plus comme un objet comment dire, comme on regarde aussi les courts-métrages, enfin comment dire, les petits documentaires courts-métrages de Kubrick, on n'attend pas forcément à ce que ça révolutionne l'histoire du cinéma, c'est des trucs qu'il faisait au tout début de sa carrière. Mais c'est quand même, voilà, par curiosité, je pense que c'est important de l'avoir regardé. Et en tout cas, moi, ça m'intéressait. Et voilà, je sais pas, genre, je vais pas pour autant considérer désormais que Kubrick c'est un peu de la merde parce qu'il a fait ce film-là qui est pété en 1953 et que c'est sa première expérience de metteur en scène, quoi. En tout cas, voilà. Donc Kubrick, à la base, c'est qui, avant d'être réalisateur de films et d'avoir cette grande carrière, c'était un photographe, en fait, au départ. Il prenait pas mal de photos, notamment pour le magazine Look. Et il était aussi documentariste. Il s'occupait de faire des petits courts-métrages documentaires. Alors, il y en a un que j'ai jamais vu, qui est Seafarers, je crois, si je me gourre pas sur le titre. Mais sinon, les deux plus connus de Stanley Kubrick sont Day of the Fight et Flying Padre. Donc Day of the Fight, c'est un documentaire court-métrage dans lequel il va filmer la préparation et un combat de boxe d'un boxeur qui a un frère jumeau. Voilà, c'est ça le concept du truc. Et Flying Padre, c'est sur un prêtre qui se déplace avec un petit avion. Je le dis très drôle, du coup, c'est un peu mignon en fait. Mais tu suis un mec qui du coup qui est un prêtre et qui va, comme sa paroisse est assez large, quoi, et donc il doit se rendre à différents endroits pour aider des paroissiens. Et puis du coup, il prend son petit avion et il va dispenser la bonne parole ou aider des gens. Voilà, c'est un peu rigolo, quoi, à regarder. Et quand même, ces documentaires-là, tu vois que en vrai, ils ont pas grand intérêt. Genre, si vous êtes pas dans le délire un peu, genre, j'ai envie de voir tout ce qu'il a fait, il y a des trucs intéressants dans ces deux documentaires-là, mais c'est pas non plus des trucs de ouf. On voit néanmoins que ça vient de l'œil de quelqu'un qui a qui est photographe, quoi. Tu sens qu'il comprend très bien le cadre, notamment. Ça, c'est important dans
dans le cinéma de Kubrick. Je me rends compte que j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de regarder avec vous la bande-annonce de Q. Est-ce qu'on fait une petite aparté? Putain, je devrais noter en fait des plans de mes streams pour pas oublier des trucs. Parce que je voulais vous montrer un petit peu la bande-annonce de Q. Et ça me permettra aussi de vous mettre la bande-annonce de Fear and Desire. Voilà. Mais avant ça, je vais continuer. Je vais vous introduire Fear and Desire. Ensuite, on regardera la bande-annonce de Q et de Fear and Desire, qui sont les deux thèmes du stream d'aujourd'hui. Mais alors du coup, voilà. Donc, il est à la base, il est un peu documentariste et ça lui permet en fait de faire ses armes par rapport à l'image filmée, c'est-à-dire de prendre un petit peu conscience de ce que c'est qu'une caméra, comment on filme, voilà, le mouvement et tout, dans des conditions qui sont intéressantes puisque Flying Padre lui permet de, c'est pas évident, c'est quand même filmer des avions, un truc qui vole, c'est pas évident à filmer. Et évidemment, Day of the Fight lui permet de filmer un combat de boxe notamment, ce qui lui permet d'avoir une notion de comment filmer des trucs un peu sur le vif, quoi. Chose qu'on retrouvera dans son second, enfin son deuxième long métrage qui est Le baiser du tueur, Killer's Kiss, dont je vous ai parlé lors du dernier stream, mais où tout tourne autour de l'histoire d'un boxeur. Et donc il y a une scène de boxe au début du film. Donc il remet un petit peu à profit ce qu'il avait appris lors de Day of the Fight. Mais en fait, du fait de son expérience avec Day of the Fight et avec Flying Padre, donc il n'avait pas encore tourné son troisième court-métrage documentaire qui est Seafarers. Je crois que c'est ça, je me cours pas sur le titre, qui est son premier film en couleur d'ailleurs. Mais donc il se dit, bah là, j'ai fait mes armes, je comprends ce que c'est que l'image filmée, je peux faire un long métrage. Donc déjà, c'est couillu. Et il va, j'allais dire, les couilles en premier, quoi. Il y va en mode, vas-y, on va faire un film, et non seulement ça va être... En fait, ce qui donne l'impression, on a un peu l'impression que la personne qui fait ce film considère que le film qu'il est en train de faire est important. Ça se voit quand on voit le film, et ça se voit par rapport aux témoignages qu'on a des gens de l'époque autour de Kubrick qui disent qu'il le vendait en fait comme genre un vrai truc hyper important. Voilà, des témoignages d'acteurs, de machin, etc. Et c'est peut-être ce qui dessert le plus le film, c'est-à-dire qu'il part direct en se disant le premier film que je fais, ça va être un grand truc, ça se voit. Ça se voit dans la façon dont c'est cadré, ça se voit dans la façon dont c'est écrit. Donc c'est écrit par un ami à lui, dont j'ai oublié le nom, mais je vais le retrouver immédiatement. Howard Sackler, qui est en fait un poteau de Kubrick. Harry Comics qui me dit, si tu as vraiment peur de perdre le fil de tes streams, colle un post-it avec la structure générale. Non mais en vrai, dans les prochaines semaines, je vais essayer de structurer un peu plus mes streams et d'écrire vraiment des plans pour pas... Parce qu'à chaque fois, à chaque fin de stream, je me dis, putain, mais j'ai oublié ça. Faut que je sois un peu plus carré. Mais bon, après, j'arrive quand même à garder un petit peu le fil de ce que je dis. Donc, en gros, c'est un pote à lui, Howard Sackler, qui a écrit ce long métrage-là, qui était un poète, en fait. Et donc, c'est un film écrit par un poète. C'est un film de guerre, écrit par un poète. Donc déjà, tu fais, waouh, t'es sûr, tu veux commencer par là, Stanley, tu veux commencer par un film de guerre écrit par un poète. Donc qui a la prétention de raconter une histoire suffisamment universelle. Alors ça, c'est pendant la guerre de Corée, mais ça se passe dans une guerre indéfinie. C'est pendant une guerre indéfinie, on ne sait pas quelle guerre c'est, on ne sait pas à quelle armée appartiennent les personnages. On sait juste qu'ils sont dans une situation, donc je vais juste vite fait vous pitcher l'histoire du film. Pas avec des screenshots comme j'ai fait pour Q, de façon un peu plus naturelle. C'est en gros une troupe de soldats, donc ils sont quatre soldats, qui ont eu, ce qu'on ne voit pas, parce que ça se passe avant le démarrage du film, mais en gros, ils ont eu un accident d'avion. Leur avion s'est échoué derrière les lignes ennemies, donc ils sont en territoire ennemi, au bord d'une rivière, enfin en tout cas pas loin d'une rivière, et ils doivent s'échapper du territoire ennemi pour retourner, j'allais dire, en sécurité. Avant ça, du coup, donc ils ont cette idée-là. Ils voient qu'il y a un petit camp ennemi, donc une espèce de petite bâtisse en fait, qui est remplie de soldats, donc belligérants, enfin de soldats ennemis, mais qu'on ne sait pas d'où ils viennent non plus. Et ils butent en fait ces soldats-là pour récupérer leurs armes. Et ensuite, après ça, ils croisent le chemin d'une femme qui donc les voit, les aperçoit. Ils font prisonnière cette femme qu'ils attachent à un arbre pour pas qu'elle les poucave en fait. Et ensuite, ils vont fabriquer un radeau pour s'enfuir par la rivière, quoi. Donc, en soi, c'est une histoire qui, c'est une histoire assez commune. On suit des militaires, etc. Mais il y a quand même dans le fond, donc on pourrait dire que c'est pas si prétentieux que ça, mais il y a quand même dans le fond cette idée de faire un film un peu important avec des grands thèmes sur l'horreur de la guerre, la folie, tous ces trucs-là en fait sont contenus dans le film. Et c'est un premier long métrage, quoi. Et c'est écrit par des mecs qui sortent tout juste, qui ont très peu d'expérience, qui étaient des potes de lycée, qui ont fait quelques petits trucs à gauche à droite, mais c'est chaud. Et tu te dis en fait, pour faire fonctionner un truc comme ça, il aurait fallu des moyens quand même assez démesurés, quoi. Sauf que du coup, ils ont eu 10 000 balles.
Donc, et c'est ce qui représente rien, même en 1953. Enfin, pour faire un film, c'est pas 10 000 euros, c'est absolument pas suffisant. Dollars, pardon. C'est absolument pas suffisant. Je crois qu'il y a même 1000 balles parmi ces 10 000 balles qui viennent de la famille de Kubrick, qui lui a prêté 1000 balles. Ils ont réussi à gratter comme ça 10 000 balles un peu à gauche, à droite. Et donc, vas-y, quoi. En avant, Guingamp, quoi. On fait un long métrage. On part dans ce délire-là. Donc, je vous ai introduit un peu ce qu'était le film. On va maintenant regarder ensemble la bande-annonce de... Alors, d'abord, Q. Donc, retour en arrière au début du stream. On regarde la bande-annonce de Q, juste pour vous remettre un petit truc sur ce film-là, parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Et ensuite, on va regarder la bande-annonce de Fear and Desire. Je vais juste essayer parce que je ne l'ai pas préparé, parce que je suis un sacré connard, évidemment. Alors, je vais mettre Q 1982 trailer. Je suis sûr qu'on va trouver ça. J'imagine que ça va vous spoiler des trucs, mais de toute façon, je vous ai déjà The Winged Serpent. Je vous ai déjà un peu spoilé. De toute façon, le film, c'est pas très grave. Hop. Puis c'est pas un film qui mérite tant que ça un secret. Tout. Palapapapipapou. Hop. Comment je fais? Alors attendez. Je vais retrouver clac ce petit pépère. Clac. Bim, bam. Voilà. Est-ce que le son fonctionne? Je suis désolé s'il est trop fort. Le son fonctionne. Donc ça, c'est le film dont je vous ai parlé. Je mets un peu plus fort. To be worshipped again like a god, to fill the skies, to cast its shadow over the earth, to release its fury. Today in New York City, the winged serpent rises. The winged serpent rules. The winged serpent. David Carradine. This thing has been prayed back into existence. Michael Moriarty. It was big and there was something in it that looked like an egg. But it couldn't have been an egg. I mean, there aren't any eggs. There's no egg that big. Richard Roundtree. What I want to know is, how the hell does this tie in with the murders and the mutilations? Candy Clark. What are you going to do if someone dies tomorrow, or the next day, or the next day? Well, I'm not going to think about it. You know, it won't be my fault. It'll be theirs if they don't give me what I want. Money. $1 million in cash, tax-free. They are searching. Looking good! Discovering. Believing. And preparing for the battle of 1,000 years. Load tracer ammunition. Want to see the trajectory? Get those guys in the basket! Okay, everybody hold their positions. Everybody stay right where you are, all right? Don't move. Man against the fantastic flying forces of a lost age. You like saying a prayer? Man against the winged serpent. Today in New York City, the winged serpent rules. The legend has come alive. Quelle bande de bâtards! Quelle bande de bâtards! Parce que alors là, je reviens vite fait en gros plan pour vous dire que c'est quand même vraiment hyper mensonger. Alors on parlait de bandes annonces récentes qui sont mythos, qui vous montrent des trucs, machin et tout, mais ça c'est mytho de ouf. Parce qu'effectivement, ils vous ont montré tous les plans du dragon déjà, ils sont tous dans la bande annonce. Franchement, c'est abusé. Le dragon, on le voit vite fait de spi. La quasi-totalité du film, c'est comme je vous dis, une intrigue policière qui a rien à voir. Enfin, si, c'est lié scénaristiquement, mais en tout cas, c'est pas un délire avec le dragon. C'est du mytho de ouf. C'est vraiment, vraiment un truc, je trouve, mensonger. Donc, vous attendez pas à ça si vous avez vu le film. Si vous n'avez pas vu le film, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, c'est mytho total. Par contre, si vous voulez voir un flic déguisé en mime et que vous savez pas trop pourquoi, ben là, faut regarder ce film-là. Quelle bande de bâtards. Après, c'est normal, c'est des films d'exploitation, donc c'est là pour... c'est logique, ça m'étonne même pas tant que ça, mais c'est vraiment des bâtards. Donc on va mettre celle de Fear and Desire, du coup, on va retourner sur Kubrick. Merci beaucoup à toi, Milaxwell. Je t'ai remercié, je sais plus si je t'ai remercié, Milaxwell. Si c'est pas le cas, j'en suis désolé, en tout cas, je te fais des gros bisous. Merci à toi aussi, Zanskar, qui dit coucou toi, et ben écoute, coucou toi aussi. Et merci à toi, Medus Horribilis, pour le Prime également. Donc là, du coup, je vais taper Fear
Fear and Desire trailer. Je ne sais pas s'il y en a un. J'imagine peut-être pour la ressortie.